Cet épisode de La Poudre est rendu possible grâce au soutien des micros Blue Microphones. J'en ai un là sous le nez. Il s'appelle le Yeti Pro et il a vraiment de la gueule avec son allure rétro façon 60s. Sauf qu'il est tellement performant et intuitif qu'il est devenu le meilleur pote des podcasteurs indépendants du monde entier. Merci à Blue Microphones d'avoir fait confiance à Nouvelles Écoutes bien avant que cette émission ne soit enregistrée et même pensée. Allez en place. C'est La Poudre. Tiens, on a découpé une femme en morceaux rue de la bienséance à 2 pas du chat. Tiens, on a découpé une... I am a feminist. Je vous obsède avec une constance Je ne me suis pas conduit qui appelle quand même l'admiration. Conduit d'une façon conforme à ce qu'on attend d'une jeune fille d'abord et d'une femme ensuite. I'm sorry that I didn't become the world's first black classic pianist. Je crois qu'une femme qui existe dans son temps, à l'intérieur de son temps, n'a pas d'époque, elle marque son époque. Bienvenue dans La Poudre, une conversation intime, profonde, avec des femmes artistes, activistes, politiques, de toute génération, de toute opinion. Comment sont-elles devenues femmes ? Comment habitent-elles leur corps de femme ? Que pensent-elles ? Écrivent-elles ? En septembre dernier, il s'est passé un truc complètement fou à Paris. Rue Balue, dans le 9e, dans un immeuble de 4 étages, il y avait le consulat. C'est un lieu dingue, éphémère, où se sont côtoyés pendant 1 mois le milieu associatif et le monde de la nuit parisienne. Il y a eu des idées, des projets, il y a eu de la danse et des expos. Et puis, il y avait un studio de radio. Par un bel après-midi, je me suis glissée dedans et j'ai emmené avec moi des jeunes féministes françaises. Dans le studio du consulat, il y avait ce jour-là le collectif contre le cyberharcèlement. Des très jeunes filles, étudiantes pour la plupart, animées de convictions puissantes et représentant magnifiquement le mouvement féministe intersectionnel. Je les ai connues sur Twitter et elles étaient là en vrai. C'était chouette. Il y avait aussi Rebecca Amselem, la fondatrice de la newsletter Les Glorieuses, une intello, une bosseuse, qui fait un bien fou au traitement médiatique des droits des femmes. On s'est rencontrés ce jour-là, elle et moi. On va faire d'autres choses ensemble bientôt, vous verrez. Enfin, vous entendrez surtout. Il y avait aussi Tiffaine Tiana Fourgerot, l'une des fondatrices du fanzine Pitch, qui milite par les photos, par l'art, par la poésie, ce qui me plaît aussi. Si vous êtes sur Instagram, allez voir leur compte, ça s'appelle Original Women Material. Ce jour-là, c'était Xavier Falto de Radio Gangster qui était à la réalisation. Pendant 1 heure, nous avons parlé de militantisme, des outils du féminisme d'aujourd'hui. On a parlé de culture, d'art, de lecture. Le résultat était si puissant que je me suis dit que j'allais en faire un épisode bonus de La Poudre. Le voilà, c'est mon cadeau de Noël, c'est pour vous. Nous sommes le 24 septembre 2016 dans les studios du Consulat à Paris. Aujourd'hui, ici, c'est une journée dédiée à la femme et aux luttes féministes. Je suis Lorraine Bastide et j'ai eu envie de monter une émission autour des jeunes figures émergentes du féminisme français. J'ai avec moi Rebecca Amselem. Bonjour. Donc bonjour Rebecca, vous êtes la fondatrice d'une newsletter féministe qui s'appelle Les Glorieuses et qui vient de fêter ses 1 an. On va en parler. J'ai aussi avec moi Tiffaine Fourgerot. Tout à fait. L'une des fondatrices du fanzine Pitch, fanzine sulfureux, sexy et féministe. Exactement. On va en parler aussi. Et j'ai en face de moi Johanna, du collectif féministe contre le cyberharcèlement, si j'ai bien prononcé. Donc c'est un collectif intersectionnel qui a vu le jour il y a environ 1 an, si je ne me trompe pas. C'est ça. Et là, si vous ne savez pas ce qu'est le féminisme intersectionnel, restez avec nous, parce qu'on va en parler. Merci à toutes d'être ici. Alors, moi, je pense que ce qui vous réunit, à part le fait d'être des jeunes femmes engagées, ce sont les outils de votre contestation qui sont assez novateurs. Une newsletter, un fanzine, un collectif qui s'appuie sur les réseaux sociaux pour faire passer ces messages. Pas de manif, pas de banderole, pas de gigaphone. Est-ce que vous avez l'impression d'inventer une nouvelle façon de militer, Rebecca? En fait, moi, je me considère pas vraiment comme une militante au sens classique du terme, dans le sens où quand on est une militante féministe, ça veut dire qu'on fait partie d'une organisation féministe, effectivement qu'on va dans des manifs, qu'on va dans des AG qui durent des heures pour voter des amendements. Et en fait, je pense que je me considère davantage comme une activiste, dans le sens où une activiste entrepreneur, j'ai décidé de lancer ce projet, une newsletter qui a pour ambition de réinventer l'information sur les femmes. Et en fait, c'est beaucoup plus simple dans un sens parce que même si on est 2, 3, 4, 5 aux réunions, finalement, ça va très très vite, quoi. On n'a pas besoin de discuter pendant des heures. Et puis, finalement, ça nous permet aussi de toucher un public qui est beaucoup plus large, je pense. Surtout grâce à la voix numérique et aux newsletters. Je pense que les manifestations, en fait, sont davantage faites pour la classe politique.
alors que nous, ce qu'on fait, c'est davantage fait pour la société civile. Il y a un objectif qui est quand même celui de changer les mentalités, de faire évoluer la société. En fait, je pense que les mentalités, elles évoluent sans que... elles n'ont pas vraiment besoin de nous pour évoluer. Et quand on voit que la dernière étude du CSA faite pour le ministère des familles, des droits des femmes, etc., dit que 57% des femmes entre 18 et 25 ans se disent féministes. Je trouve ça génial. C'est un pourcentage qui est énorme. Je pense que c'était pas le même pourcentage dans la génération précédente, et je pense que ce pourcentage sera encore plus élevé dans la génération qui suit. Il y a une génération émergente qui a des engagements très forts. Johanna, vous êtes dans le collectif, vous avez une vingtaine d'années, je crois, en moyenne. C'est ça, en moyenne, on a une vingtaine d'années, on est une petite dizaine. Nous, on a commencé en tant que lanceuse d'alerte en fin d'année dernière, et on se définit clairement comme des cyberactivistes, puisque notre terrain de jeu, c'est les réseaux sociaux, Internet en général, qu'on essaye de travailler à des outils d'autodéfense contre le cyberharcèlement, les cyberviolences. Donc on comprenne bien, en fait, vous, votre action, c'est de repérer sur Internet ou sur les réseaux sociaux des cas de cyberviolence, de les dénoncer, de les pointer du doigt, de faire en sorte qu'eux aussi soient filtrés, voire même interdits, les comptes soient bloqués par le réseau lui-même. C'est un travail, en fait, éternel, j'ai l'impression. C'est ça, ça a commencé, en fait, quand des victimes sont venues nous voir. On était dans une conversation collective en DM sur Twitter, tout simplement. On était beaucoup de féministes engagées, en essayant de protéger au maximum des victimes de cas très violents de revenge porn et de cyberharcèlement. Et à force de voir que rien n'était fait, que même quand leur cas était en justice, qu'elles étaient allées voir toutes les autorités possibles, rien n'était fait pour les protéger. On a lancé le hashtag Twitter Against Women en début d'année 2016. Twitter contre les femmes. Twitter contre les femmes, c'est ça, la francophonie, c'est important. Et donc c'est vrai qu'après plusieurs mois de mobilisation, plus de 400 000 impressions et une expression en fait autour des cyberviolences qui s'est vraiment libérée, une parole qui s'est libérée des victimes, des personnes qui en sont témoins, des personnes qui participent aussi, qui se sont beaucoup lâchées. Il y a eu une vraie remontée de la question dans l'agenda politique. On est parti au bout de plusieurs mois sur du lobbying, avec un amendement sur le revenge porn qui est passé au Sénat. Et pas mal d'avancées qui se font du côté d'associations féministes qui commencent à traiter le problème. Et qui voit dorénavant effectivement le cyberharcèlement comme un prolongement en fait de violences misogynes, racistes qui existent dans la société et qui sont très présentes. Là, ce que tu décris, contrairement à Rebecca qui se défendait un peu de vouloir intervenir dans l'agenda politique, tu parles d'une action qui a des conséquences directes sur l'adoption de lois, sur votre activisme, il est plus militant, plus politique. Oui, en fait, c'est juste la passivité, malheureusement, et la complicité de grandes entreprises qui font qu'on est obligé de se protéger nous-mêmes et de se défendre nous-mêmes, et aussi d'être dans l'empowerment, c'est-à-dire arrêter ce traitement très pathos et victimaire des femmes et de ce qui leur est fait et des minorités en général. Il y a de grandes voix sur Twitter qui existent depuis très longtemps, notamment des afroféministes, des féministes musulmanes qui s'organisent, qui s'expriment. Donc Internet, c'est vraiment un terreau très puissant pour des minorités qui sont invisibilisées dans le combat politique, dans les médias classiques en général. Donc nous on n'invente rien, on fait juste partie d'un mouvement qui existe en fait. Alors tu parles d'empowerment, je crois que Tiffen Tin, c'est un mot qui peut très bien s'appliquer aussi à l'esthétique et au message que vous passez dans le magazine Pitch, qui lui est bien matériel, c'est du papier, il s'achète vraiment dans des magasins. Il peut, cela dit, se commander sur Internet, sur votre site pitchzine.com. Mais ce qui est drôle, c'est vrai que les filles travaillent toutes les deux sur le média Internet, qui est quand même aujourd'hui un peu un indispensable. Mais nous, l'idée du fanzine, c'était important parce que à la base, donc Pitch évidemment est féministe, mais c'est surtout une tribune pour les femmes, pour les artistes. Et l'idée, c'était en fait de retrouver ce côté fanzine. Donc, ce qui nous a réunis au tout départ avec Agathe, c'était vraiment de créer autour de la musique et des femmes et des artistes. Et on est entouré de femmes très talentueuses, de femmes très fortes qui ont des choses à dire et qui ont besoin d'un espace de liberté. Et surtout de se sentir accueillis de façon très bienveillante. Et voilà, l'idée c'était ça, c'était d'ouvrir ça pour ces femmes-là à travers le monde. On espère encore réunir plusieurs artistes à droite à gauche. Donc la dimension elle est très créative, elle passe par l'art, par la création, par la musique, la photo, le texte aussi. Tout à fait, ouais,
on a eu des poèmes et des textes très très poignants. Là, l'idée, notre côté un peu politisé dans le magazine, c'est qu'on fait une double page pour dénoncer quelque chose, généralement dans l'actualité, quelque chose qui nous a touchés. Là, en l'occurrence, on a publié la lettre qui a été lue au procès de Brock Turner aux États-Unis. Je ne sais pas si vous avez suivi l'affaire. Tu rappelles rapidement de quoi il s'agit. Ouais, ça s'est passé dans un campus. Donc Brock Turner, le fameux incriminé, a violé une jeune fille qui était inconsciente dans le campus et a pris 6 mois. Et finalement, on n'en a fait que 3. Donc ça a été une affaire assez médiatisée, heureusement, qui continue de l'être, qui nous a extrêmement touchés avec Agathe. Et on avait besoin de manifester notre mécontentement par rapport à ça. Maintenant, Pitch reste quand même vraiment un rassemblement de femmes. La plupart sont féministes. Mais c'est vraiment il y a une vraie notion artistique et voilà, donc notre engagement politique est assez moindre par rapport aux autres invités. Après, tu parles de l'affaire Brock Turner. Moi, ce que j'avais trouvé de plus choquant dans l'affaire, c'est les titres de presse qu'on pouvait lire, parce qu'apparemment c'est un champion de natation dans son campus. L'athlète de natation sort de prison après 6 mois, après 3 mois. En fait, il aurait fallu écrire le violeur, oui, complètement. Voilà, le criminel qui voit sa vie brisée à cause d'une malheureuse soirée. Ça a été complètement tourné comme ça. On a même parlé d'elle comme étant sous les complètement. Voilà, un peu inconsciente. Elle avait un petit peu cherché comme toutes les femmes qui sont violées, en fait. Sûr. Mais moi, ça me fait penser qu'en fait, finalement, les médias traditionnels, les médias classiques, ne laissent peut-être pas l'espace pour ce genre de manifestations, pour ce genre d'expression. Vous avez en commun d'avoir toutes les trois inventées un espace pour placer vos messages féministes. Est-ce que on peut dire que vous êtes rentrée par la fenêtre vu que la porte était fermée? Est-ce que vous avez ce sentiment-là? Rebecca. Ouais, carrément. Enfin, ça s'est fait assez naturellement, en fait. C'est vrai que l'email, pour moi, c'était en fait un moyen de transmettre un message de manière extrêmement simple. J'avais juste à écrire un mail et à l'envoyer. Maintenant, j'ai découvert que c'était un peu plus compliqué que ça quand on a une base de données qui grossit. Mais au départ, c'était vraiment ça. C'était, il s'est passé ça dans l'actualité. Je vais faire un édito sur ce sujet, en expliquant mon point de vue. Et après, en fait, très rapidement, je me suis confrontée au fait que j'étais pas satisfaite de transmettre que mon point de vue, parce que j'avais l'impression finalement de faire comme un média traditionnel, une journaliste traditionnelle qui exprime son opinion dans un papier. Donc ce que j'ai intégré, c'est une revue de presse internationale avec des articles des États-Unis, du Canada, parce que je suis canadienne, donc c'était assez facile de connaître les médias là-bas, mais aussi des pays en Afrique, des pays en Amérique du Sud, en Asie. Et en fait, ce que j'adore faire aujourd'hui dans cette newsletter, c'est certes, dans la première partie, j'écris mon opinion, mais c'est surtout de dire, il y a plein d'autres opinions qui existent, et elles sont tout aussi importantes que les nôtres. Et moi, je pourrais jamais parler comme une Marocaine, comme une Américaine, etc. Mais en tout cas, je serais ravie d'exposer leur point de vue à eux. Et en fait, c'est un peu ça qu'on essaye de faire dans la newsletter, et c'est pour ça qu'on développe aussi Micro, qu'on va lancer dans une semaine ou deux, qui est en fait une plateforme de discussion féministe et en fait de manifeste féministe, pour que les femmes aient un endroit où elles puissent s'exprimer. Dans le sens où nous, en un an, on a acquis une audience. Aujourd'hui, on a 20 000 abonnés, on a plusieurs milliers sur Facebook, etc. Et en fait, c'est un peu le geste de je passe le micro à celles qui sont invisibles. Et c'est un peu ce que tu disais, Johanna, au début de l'émission. Je pense que c'est notre rôle en tant que femme, dès qu'on a de l'audience, finalement, on n'a pas à parler au nom des autres femmes, mais finalement, on va leur donner le micro pour qu'elles racontent leur expérience et qu'elles nous inspirent toutes, finalement. Johanna, ça retentit particulièrement avec effectivement notre combat qui est aussi de faire parler les personnes concernées des oppressions qu'elles subissent, chose qui n'est pas faite dans les médias classiques ou dans la presse féminine classique également. Donc je pense que c'est ce qui peut effectivement nous rapprocher, que ces médias permettent à des personnes invisibilisées de s'exprimer, et l'interactivité aussi de créer quelque chose. Donc l'idée de mettre en valeur un artiste, une initiative féministe, un thread sur Twitter ou un compte, qui va faire parler des personnes autistes ou des personnes transsexuelles de leur vie, de leurs difficultés. Ça, c'est assez puissant. Je pense que on n'avait pas les outils avant pour le faire.
et que c'est vraiment nécessaire justement pour être dans une démarche de féminisme intersectionnel, c'est-à-dire comprendre plusieurs formes d'oppression qui se croisent dans la vie de toute femme, toute minorité. Ça peut être de la grossophobie et du sexisme, ou bien de la négrophobie et de la transsophobie. Donc ça, c'est un peu une façon très contemporaine, assez anglo-saxonne de voir le féminisme. C'est vrai qu'en France, on est sur un socle plutôt universaliste. On a tendance à penser que le combat féminin, finalement, n'a qu'un seul visage, celui qui est défendu historiquement depuis les années 60 par les grandes égéries qu'on va pas renommer ici. C'est un petit peu ce féminisme-là qui est à l'origine de la presse féminine. Enfin, j'ai travaillé pendant 10 ans au magazine Elle, donc c'est quelque chose que je connais bien. Vous pensez que ça doit changer? Vous pensez que ça doit bouger? Ou finalement... cette presse un peu institutionnelle est faite pour rester ce qu'elle est, et c'est vous qui allez devoir faire émerger des nouvelles choses. T'as créé un magazine, toi, Tiffany. Oui, complètement. Après, il se construit, vous le verrez, pour ceux qui le commanderont sur les internets. Non, mais soyez nombreux, évidemment. Non, vous le verrez, c'est pas un magazine féminin classique en termes de... On n'a pas de rubrique. C'est vraiment un recueil d'art, quoi. Par le biais de plein de médias différents. L'idée, c'était vraiment de réunir que des femmes talentueuses, leur laisser cette tribune-là. Femmes, d'ailleurs, comme toute personne se sentant, d'ailleurs, du sexe féminin. C'est vraiment très ouvert là-dessus. On a été très clair dans notre discours. Et donc voilà, donc c'est un peu particulier parce qu'on se sent pas comme un féminin. D'ailleurs, vous contestez pas en fait la presse féminine qui est existante. Ah non, disons qu'il y a toujours des choses à dire à peu près dans tout ce qui se passe, ce qui s'est fait, etc. En l'occurrence, on n'a pas de souci du tout avec la presse féminine telle qu'elle existe. Après, c'est certain. Créer des nouvelles façons de voir la presse, etc. C'est toujours un plaisir pour nous. Voilà. Ouais, Rebecca. Je pense que le premier objectif que j'avais en tête quand on a lancé Les Glorieuses, c'était vraiment de déculpabiliser les femmes sur un certain nombre de sujets. Et c'est peut-être en ça qu'on se démarque des médias traditionnels. On ne va jamais parler de régime, on ne va jamais parler de trouver le grand amour avant 25 ans pour pouvoir avoir un bébé avant 30 ans. Au contraire, on va vraiment parler de sujets qui nous touchent toutes et tous d'ailleurs. Parce qu'il y a quand même 15% d'hommes qui sont abonnés. J'allais le dire d'ailleurs. C'est énorme. J'allais en parler parce que c'est vrai que finalement on peut s'adresser. Enfin, les sujets sont assez universels, quoi. On s'adresse pas qu'aux femmes, et en l'occurrence, ton intervention est parfaite pour ça. C'est-à-dire qu'il y a des hommes, j'espère, qui vont acheter Pitch et qui vont continuer à s'abonner à la newsletter, parce que c'est ça aussi, quoi. C'est pas excluant du tout comme démarche. Pourtant, si je me trompe pas, chacun de vos collectifs, chacun de vos structures, ce sont des structures qui ne sont pas mixtes, où il y a que des femmes. Alors nous, on n'est pas. Enfin, là, en ce moment, du coup, on est non mixte, mais pas par principe, juste par réalité. Si un homme voulait rejoindre votre collectif, ça serait ok. Ça dépendrait effectivement de ses positions, sur le féminisme intersectionnel et de son vécu et de ses combats, quoi. C'est plutôt là-dessus. Après, on a des alliés hommes, et après, qu'est-ce que homme aussi, par rapport à l'identité de genre et l'identité sexuelle, c'est assez vaste et compliqué, donc on n'est pas fermé. C'est juste qu'effectivement, c'est un combat qui va plus vers les minorités et touche plus les femmes, et que du coup, toutes les personnes qui se mobilisent quotidiennement avec nous, pour l'instant, effectivement, ce sont des femmes et des minorités, mais si ça change et que des militants se découvrent des passions pour le féminisme intersectionnel qui le viennent, mais après un appel, on les attend. On est très bien comme ça, on est très bien entre nous. Rebecca, vous êtes que des femmes aussi pour l'instant dans Les Glorieuses? Ouais, pour l'instant, mais tout pareil, j'ai envie de dire. Si jamais il y a des personnes, il y a des hommes ou peu importe, qui viennent, qui veulent rejoindre notre équipe, c'est avec grand plaisir, évidemment. Et même, l'idée, c'est à terme d'avoir une équipe mixte, quoi, parce que finalement, on va pas réussir à faire avancer le schmilblick si jamais il y a que la moitié de l'humanité qui travaille pour. Il faut qu'on soit tous... Il y a une moitié qui a travaillé contre pendant des millénaires. Voilà, en même temps avant. Exactement. Mais l'idée, c'est quand même de les ramener de notre côté. Et puis, je pense que le féminisme, en fait, c'est tout aussi bénéfique pour les femmes que pour les hommes. D'avoir des relations peut-être plus engagées avec leurs enfants, d'avoir une vie en dehors du travail, ne pas penser à certaines choses. Je pense que oui, clairement, le féminisme, c'est pas qu'un mouvement qui a pour objectif d'améliorer la condition des femmes, mais la condition des femmes et des hommes. Donc ce serait bien que davantage d'hommes s'engagent, et je suis sûre qu'ils existent en plus.
vu qu'il y a ces 15% qui sont abonnés. Donc venez, rejoignez-nous. C'est énorme, ces 15%, j'adore. Alors, parlons un peu d'Internet, même si ce mot est un peu galvaudé, on sait plus très bien à quoi ça renvoie aujourd'hui, mais c'est finalement un lieu qui permet une prise de parole extrêmement libre, et en même temps, c'est le lieu où se déchaînent des violences sexistes absolument abominables. Enfin, le slut-shaming est né sur Internet, le body-shaming, c'est-à-dire le fait de faire sentir une femme mal à cause de son apparence, à cause de sa façon de s'habiller, est né sur Internet. Comment on gère cette dichotomie, cette espèce de schizophrénie d'Internet? Et je pense particulièrement à toi, Johanna, à votre collectif, qui vous retrouvez quand même souvent pris, notamment sur Twitter, dans des espèces d'échanges extrêmement virulents. Nous, justement, ce qu'on essaye de faire, donc notamment par l'entre-soi, qui peut être très protecteur à des moments, de mettre des victimes en relation les unes les autres, de discuter entre femmes concernées et victimes déjà pour essayer d'insuffler une petite bulle d'air, faire en sorte qu'il n'y ait pas de spirale encore plus violente qui se déchaîne. Et une fois que cette bulle d'air est un petit peu créée, d'essayer de justement trouver des outils d'empowerment, de présence, tout en se protégeant, mais tout en restant présente. Donc c'est vrai que c'est assez compliqué à vivre au quotidien. On lutte beaucoup. On essaie d'être auprès des victimes. Après, on n'est pas psychologue, on n'a pas d'accueil physique, donc on est soutenu par contre par des psychologues et des soignants assez engagés à Paris, des avocates également. Mais cette violence, elle se vit au quotidien de façon très intrusive. Beaucoup plus encore pour des victimes qui subissent leur cas depuis 3-5 ans parfois, qui revivent des vagues de cyberharcèlement tous les 6 mois avec leurs photos, leurs vidéos qui ressurgissent par des milices de harceleurs, de violeurs, d'incitateurs au viol, de trolls, de tout ça. Donc je pense que on essaye d'avoir ce petit côté entre soi, protection, empowerment, on s'exprime, on se défend et derrière on réclame nos droits et on fait du lobbying, on essaye d'adresser les choses correctement, notamment grâce à la presse qui nous a beaucoup écoutés ces derniers mois. Comme quoi, pas si verrouillé que ça. C'est ça arrive. Après le traitement médiatique, la question des violences sexuelles est toujours très compliqué. Il se fait souvent dans une optique très pathos, victimaire, qui ressemble pas du tout à ce que les victimes vivent. On a été choqués tout au long des mois par certains papiers qui ont été détournés, ou des reportages vidéo qui mettent en avant une vision de la femme très très fragile, très atteinte, qui ne parle pas justement de toute la démarche de survie, de mobilisation qu'il y a derrière. Donc il y a encore beaucoup de travail sur la question des violences sexuelles, la façon dont elle est traitée en fait. Des violences contre les femmes en général d'ailleurs. Le collectif auquel j'appartiens, Prenons la Une, met en avant le fait que quand un mari tue sa femme, en fait on parle de crime passionnel ou de drame conjugal au lieu de parler d'assassinat. Encore une fois, il y a des habitudes à faire évoluer. Mais ce que vous avez en commun toutes les trois, c'est aussi la diffusion d'un message très positif, un appel à être fier, à prendre soin de soi, à s'aimer tel qu'on est. Est-ce que c'est pas un des nouveaux visages du féminisme aujourd'hui ? Personnellement, je pense, et je trouve ça très bien, parce que malheureusement, parfois, le féminisme a la vie dure d'un point de vue médiatique, on va dire, parce que ça surprend toujours d'être très engagé et d'être en colère, parce que c'est le cas, on est en colère effectivement, mais c'est vrai qu'on a une façon un peu ludique et fun de montrer les femmes, de les défendre, et je trouve ça bien personnellement, je trouve ça très bien, même quand j'entends les filles, je trouve qu'il y a un vrai message positif et une vraie envie de faire avancer les choses. Donc ouais. C'est la génération, les vingtenaires. Rebecca, qu'est-ce que t'en penses qu'amène ça, ce côté, même par rapport, aux règles, un truc très fier, et alors, que je trouve complètement, quand j'avais 20 ans, donc il y a quelques années, je ne voyais pas ça autour de moi. En tout cas, moi, je sais que pour ma part, je me suis beaucoup inspirée de la culture nord-américaine, qui, ils ont quand même des stars comme Beyoncé qui disent,
voilà, on est des filles et on gère le monde, ou je sais plus c'est quoi sa phrase exacte, ou même d'autres stars comme Taylor Swift, donc qui sont vraiment des personnes auxquelles les jeunes filles s'identifient. Je pense qu'ils ont fait le travail avant nous, hein. Clairement, ils ont fait en sorte que les jeunes filles soient fières d'être des jeunes filles. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose que je voyais pas en France. C'est pareil en Angleterre. Ils ont Emma Watson, qui sont vraiment des figures très importantes de la culture et auxquelles les femmes s'identifient. Et c'est vraiment ça, je pense, que ce qu'on doit faire. Et c'est pour ça qu'on fait un panthéon des glorieuses avec des femmes connues et pas connues, mais qui sont toutes inspirantes. Voilà, comme Toni Morrison. Oui, j'allais parler justement. Enfin, tu parlais de Taylor Swift, d'Emma Watson, c'est important, mais il y a aussi beaucoup de femmes depuis toujours, notamment en Afrique, des femmes qui réclament le droit justement à disposer de leur corps, de leurs cheveux, qui sont fières de leur beauté. Et des femmes comme Lupita Nyong'o ou Toni Morrison font aussi partie de penseuses qui en fait sont body positives, puisqu'elles parlent, par exemple Toni Morrison, de la réappropriation des examens, des auto-examens gynécologiques. Donc c'est assez spécifique, mais elle parle de ça dans les années 50. Elle explique effectivement que en fait, des femmes noires qui ont été traumatisées par des médecins américains doivent prendre soin de leur vagin, s'occuper de leur corps et en faire un outil d'empowerment et reprendre le dessus. Donc je pense effectivement qu'il y a une nouvelle vague qui est très médiatique, etc. Mais des femmes très puissantes dans tous les pays qui réclament le droit à disposer de leur corps et de leurs différences, ça existe depuis très longtemps, heureusement. Et là on a un effet... il y a la pop culture qui s'empare de ça et c'est magnifique. Mais effectivement... Mais pour rebondir sur quelque chose que tu disais, Johanna, sur le harcèlement en ligne, je me posais une question en écoutant un de mes podcasts préférés qui s'appelle The Guilty Feminist. Je ne sais pas si vous connaissez. Non, je ne connais pas. Moi, c'est un podcast qui est incroyable avec deux comiques, une qui est australienne et l'autre qui est danoise et qui vivent toutes les deux en Angleterre. Et donc une des deux, la danoise qui s'appelle Sophie Hagen, est sur Twitter, forcément. Et ce qu'elle raconte dans le podcast, c'est qu'elle n'arrêtait pas de recevoir des messages de trolls, comme certaines femmes peuvent en recevoir, beaucoup. J'ai de la chance, c'est pas mon cas, mais il y en a, les personnalités en reçoivent beaucoup. Et ce qu'on lui a conseillé, c'était de contacter Twitter pour leur dire, voilà, je me fais harceler par toutes ces personnes-là tous les jours. Qu'est-ce que vous pouvez faire ? Et ce qu'elle disait, c'était que normalement, ils vous donnaient comment on appelle ça, cette espèce de pastille bleue qui a à côté de votre nom, certification, qui fait que ça bloquerait les trolls. Ça n'a rien à voir. Je ne sais pas si c'est vrai. C'est ce qu'elle raconte dans le podcast. C'était que le fait d'être certifiée lui permet de bloquer les trolls. Exactement, que ça bloquait. Non, c'est pas vrai. Peut-être lui dire alors. Non, en fait, oui, c'est un système de certification qui permet notamment à des célébrités de vérifier, de permettre aux utilisateurs de vérifier que c'est pas des comptes fake. Donc c'est surtout à la base pour des célébrités, des politiques qui voyaient des fakes se multiplier. Après, effectivement, Twitter a mis en place une sorte de forme d'ambassadeur qui permet donc à des comptes ambassadeurs d'avoir plus de poids lorsqu'ils dénoncent ou qu'ils signalent un compte. Ils sont très peu transparents dessus. Nous, c'est quelque chose qu'on a su en off par quelqu'un qui a des contacts à Twitter. Donc malheureusement, pour l'instant, il n'y a pas en tout cas de politique claire sur quels droits et quelles capacités on a quand on a un compte certifié ou non. Ça apporte aucun autre outil. Enfin, moi, j'ai un compte certifié. Je ne peux pas plus bloquer, plus masquer. Par contre, masquer, c'est un très très bon truc. Je pense qu'une des très bonnes façons de se débarrasser, en tout cas psychologiquement, de l'effet du cyberharcèlement, c'est de juste ne pas le voir. Toi, tu le fais sur quel type de compte ou de discours moi, j'ai du mal avec par exemple, pas plus tard qu'hier, j'ai parlé des manifestations contre la loi voulant interdire l'IVG en Pologne et j'ai fait un post assez soft, mais évidemment, il y a beaucoup de personnes très très horriblement appelées pro-vie, je déteste ce mot, mais voilà, qui s'appellent eux-mêmes, qui sont venus me parler. Et après, je veux bien débattre, mais je veux pas échanger 18 tweets avec les gens qui défendent ce genre d'idées. C'est un peu compliqué pour moi. Après, j'ai l'air mal poli et tout. Donc voilà, j'ai masqué, quoi. Comme ça, du coup, je les voyais plus. Et ça libère l'esprit, parce que c'est vrai que c'est lourd, en fait, de se trouver confronté à ce genre d'être prise à partie. Tellement d'énergie. Qu'effectivement de masquer, bon.
la paix, quoi. Mais puis quand on masque la personne en face, enfin, je sais pas si c'est un bon conseil. Moi, je suis pas experte du cyberharcèlement, contrairement à toi, Johanna, mais en tout cas. Effectivement, c'est un peu le même système qui a été mis en place par Instagram où, en notant une liste de mots qui nous ont déjà été adressés de façon insultante, on peut masquer les commentaires qui vont faire apparaître ces mots. Ah oui. Donc c'est le même genre de système. Alors ce qui est bien, c'est que c'est déjà une première réponse au cyberharcèlement, que comme tu dis, ça te permet de ne pas avoir 5 notifications, 30 notifications qui sont violentes, insultantes, racistes. Par contre, ça ne traite pas le problème puisque, une fois de plus, c'est à la personne victime de se protéger. Tout à fait. Et qu'on est dans le victim blaming totalement, puisqu'on pourrait nous dire derrière... C'est à toi, comme une grande, de te débrouiller pour pas te retrouver. C'est ça. Donc si demain, toi, tu décides quand même de signaler un compte que tu as masqué, Twitter pourrait te répondre potentiellement. Tu as l'outil qui permet de masquer ces discours. Donc si tu n'es pas contente, c'est la liberté d'expression et on n'a rien à dire. Donc on reste dans la culpabilisation toujours des personnes qui subissent ça. Mais c'est un premier... En tout cas, c'est une façon de se protéger. Il y a Kumba du collectif contre le cyberharcèlement qui est là également. C'est ça, voilà. On aime bien parler à plusieurs. Alors Kumba nous rejoint. Alors je me pose une question, là on voit en Pologne, c'est quand même pas loin, c'est l'Union européenne, l'IVG est menacé de façon très directe. Il y a des gens dans la rue, pas que des femmes d'ailleurs. Est-ce que demain vous vous sentez prête à prendre des banderoles, à aller manifester dans la rue, ou est-ce que vous pensez que votre combat finalement il est plus s'exprime mieux dans les médias que vous avez créés? Kumba. Moi, je pense que je ferai les deux. Parce que j'ai toujours été, avant d'être dans le collectif, habituée à aller à certaines manifestations, qu'elles soient féministes ou non. Donc je pense que mon combat sera autant dans la rue que sur les réseaux. C'est pas du tout incompatible. Non, du tout. C'est pas une façon de faire qui vous paraît démodée ou, Non, du tout. C'est très important parce que tout le monde n'est pas sur les réseaux. Même si la plupart des jeunes le sont, tout le monde n'est pas sur les réseaux. Donc c'est important aussi d'aller dans la rue pour manifester, quoi. Rebecca, tu me parlais à la pause, tu liais ça au terrorisme et au climat global assez anxiogène. C'est exactement ça. J'ai l'impression qu'ils utilisent cet environnement anxiogène pour faire passer des lois qui sont complètement liberticides, surtout pour les femmes. Et ce qui est assez marrant, c'est que c'est pas la première fois dans l'histoire que ça existe, que ça arrive. Donc j'ai l'impression que c'est un espèce d'éternel recommencement et qu'on n'apprend rien de ce qui s'est passé jusqu'à présent. Mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Je pense que les deux modes d'action sont extrêmement importants. Et pour revenir sur ce que je disais au début de l'émission, c'est que je pense que la classe politique n'entend que le peuple dans la rue. En fait, ils ont pas déjà, c'est une classe politique qui est plus âgée et ils n'entendent pas les manifestations et ce qu'on dit sur Internet. Ce qui est dommage d'ailleurs, ce qui est contrairement à d'autres pays où on entend davantage ce qui se fait sur Internet. Mais je pense que tant que cette classe politique sera au pouvoir, on sera obligé d'utiliser les moyens traditionnels et qui sont tout à fait légitimes d'ailleurs. Heureusement qu'ils existent. Oui, complètement d'accord. Les deux multiplier le maximum de plateformes, de médias, donc par le biais de pitch ou évidemment descendre dans la rue, c'est certain. C'est certain. Comment vous vous situez par rapport aux féministes de la deuxième génération, ces femmes qui étaient le MLF, le planning familial, qui sont battues pour le droit à l'avortement, pour la contraception, nos mères, voire nos grands-mères, pour les plus jeunes d'entre nous. Comment vous vous situez par rapport à elles, Kumba? J'admire leur combat, bien sûr, et je pense que après tout ce qu'elles ont fait, que ce soit en France ou à l'étranger, c'est vraiment dommage en fait de repartir en arrière après toutes ces années de combat, après toutes les femmes qui sont décédées, avec toutes les femmes qui sont parties en prison. Ouais. Donc c'est vraiment dommage de repartir en arrière, surtout que toutes ces lois, par exemple avec les personnes qui sont pro-vie, il y a beaucoup de jeunes filles et c'est ça qui est triste, on va dire. Qui commence à avoir cette opinion. Ouais. Ouais. Rebecca, comment tu te situes par rapport à elle? Je pense que si jamais on est toutes là aujourd'hui, c'est grâce à elles, quoi. Elles se sont battues pour acquérir un certain nombre de droits
notamment à nos corps. Et je pense que si jamais on peut se permettre de faire ce type d'action aujourd'hui, c'est parce qu'elles se sont battues pendant des années et des années pour acquérir les droits fondamentaux qu'ont les femmes aujourd'hui. Au-delà de ça, je respecte totalement les féministes de la seconde génération et je respecte tout autant les féministes de la troisième et de la quatrième génération. Et les féministes de la troisième génération, c'est plutôt le développement du féminisme intersectionnel, justement, dans les années 90 aux États-Unis, dans les pays africains. Et donc, on parlait de ce qu'était le féminisme intersectionnel. Je ne sais plus qui disait ça, mais une militante ou une activiste a dit « Le féminisme doit être intersectionnel ou ne sera pas ». Et je trouvais ça très juste. Effectivement, en tant que femme, on est obligé de toutes se serrer les coudes, quoi. Et c'est pas parce que, je sais pas, il y a une femme qui parle que les autres n'auraient pas le droit de parler et n'auraient pas le droit de s'exprimer. Et je pense que c'est ça qui fait la force du féminisme aujourd'hui, c'est qu'il est tellement divers, avec des personnes tellement diversifiées dans son mouvement, que finalement c'est comme ça qu'on sera plus forte. Et quand il y a certaines journalistes qui disent que oui, les féministes se tapent sur la gueule et puis c'est pour ça que finalement le féminisme n'est pas très fort aujourd'hui en France, je pense que c'est tout le contraire. C'est comme ça qu'on va battre, on va se battre pour nos valeurs et c'est comme ça qu'on va faire du féminisme de la quatrième vague un féminisme fort finalement, c'est le féminisme de l'empowerment finalement. Le féminisme, il est quand même, je fais ma sale journaliste peut-être, mais il se divise aujourd'hui sur cette question, notamment cet été, on l'a vu avec cette effroyable affaire du Burkini dont on a fait parler, on a fait les gorges chaudes pendant des semaines et des semaines. Je t'en prie, Koumba. Et c'est vrai que par exemple, moi j'ai été amenée à être féministe par rapport aux afroféministes, parce que je me sentais pas représentée par les mouvements féministes en France. Et du coup, je pense que c'est vraiment important d'avoir qu'on n'ait pas qu'une seule idée du féminisme, d'une femme blanche par exemple, de classe bourgeoise, que ça peut être une femme musulmane, une femme noire, une femme asiatique, une femme maghrébine par exemple. Pardon, je fais tomber le micro. Que le féminisme a plusieurs visages en fait, et c'est important de le préciser parce que sinon il avancera pas. Du coup. Non, je suis vraiment d'accord avec toi, mais en fait je pense que cette différence de point de vue, elle est aussi compréhensible en fait. Bien sûr. C'est pas grave. C'est vrai que ce sont des femmes blanches qui ont été élevées dans un pays occidental où on leur a dit que le voile était un instrument d'oppression des hommes contre les femmes. Donc effectivement, elles ne font que reproduire ce qu'elles ont appris. Et après, il y a d'autres féministes qui pensent que finalement chacun doit faire ce qu'il veut. Et c'est un peu ça qu'on défend, nous, mais on va aussi respecter leur point de vue à elles. C'est vrai que dans Les Glorieuses, moi je suis abonnée depuis le tout début de la newsletter, je trouve que vous arrivez à tenir ce qui semble intenable aujourd'hui, une position très médiane, très englobante en fait, et cette espèce de réconciliation des féministes, c'est vrai que tu arrives à l'incarner dans la newsletter. Et c'est ce que j'essaye de faire, c'est ce que j'essaye de dire, c'est qu'au final on veut toute la même chose, on veut les mêmes droits et les mêmes opportunités entre les femmes et les hommes. Donc à partir de ce moment-là, effectivement, sur certains sujets, on va pas être d'accord, mais c'est pas très grave si on n'est pas d'accord. On se bat toutes pour la même chose, et donc c'est ça qui nous rapproche. Je suis d'accord avec ça. Je crois que c'est le plus important en fait, et finalement de voir qu'il y a une palette d'avis mais toutes. Enfin, des femmes qui sont toutes engagées pour la même chose, pour la protection des femmes en fait, et pour respecter leurs droits et ça c'est ce qui permet justement de représenter donc le panel dont tu parlais. Et au final, effectivement, oui, serrons-nous les coudes, continuons à défendre la femme, qu'importe qu'on soit en burkini ou en topless, quoi. Voilà. Après, je comprends, mais après c'est sûr que ça peut être dur pour une femme, par exemple voilée, une femme musulmane tout court, de défendre par exemple le féminisme avec une personne qui est contre le voile par exemple. Vous voyez, c'est assez dur d'être parce que pour une femme voilée, le voile ça fait partie intégrante d'elle. Donc c'est sûr que le rassemblement de toutes les féministes
c'est assez dur, quoi. Ouais, c'est pas gagné. C'est peut-être aussi une question de connaissance. C'est ce que disait un peu Rebecca. Si on laissait plus souvent la parole aux femmes portant le voile pour expliquer leur choix, expliquer la démarche qu'il y a derrière, peut-être qu'on se libérerait d'un certain nombre de préjugés concernant. C'est vrai. Ça crée l'information aussi. Ça permet. C'est le rôle des médias. Exactement. Alors, je vais vous poser une question impossible. C'est quel est pour vous aujourd'hui le principal combat féministe à mener? Quelle est la cause qui vous ferait descendre dans la rue, prendre les armes, marcher sur l'Élysée? En France? En France ou dans le monde? Tu veux dire une liberté qu'on nous enlèverait ou quelque chose pour lequel on se battrait? La première mesure que tu prendrais si tu étais président de la République pour aider les femmes? Ce serait, honnêtement, c'est hyper simple, légaliser la congélation d'ovocytes et clairement, je pense que ça peut aider énormément de femmes. Alors, explique un peu pour ceux qui ne sont pas familiarisés avec ce... Alors, donc, qu'est-ce que la congélation d'ovocytes? C'est, on prend... Comment est-ce qu'on pourrait expliquer ça? On extrait des ovocytes, voilà, on prélève des ovocytes qu'on congèle et en fait ça permet aux femmes de ne pas se soucier de leur fécondité, donc ne pas forcément commencer à penser à faire des enfants à 23, 24 ans et de se dire ok, avant mes 35, 36 ans, je sais pas quel est l'âge exact, mais il faut que je fasse mon premier enfant parce que ma gynéco me dit qu'il faut que je fasse un enfant, ce qui est mon cas. Ma gynéco, à chaque fois que je la vois, elle me dit bon c'est pour quand maintenant, parce que ça va être de plus la fameuse horloge biologique. Et en fait, le fait de congeler ces ovaires qui coûtent rien du tout, ça coûte 500 € à le faire en Espagne. C'est quelque chose qui est légal dans les pays voisins de la France, l'Espagne, la Belgique aussi, il me semble. Oui, la Belgique aussi. Et donc finalement, cette congélation d'ovocytes permettrait aux femmes déjà de ne pas commencer à penser à leur fécondité aussi jeune et au fait qu'un jour elles vont procréer. Et elles vont finalement, quand elles auront cet âge-là, plutôt davantage penser à leur projet professionnel, plutôt penser à d'autres activités que celle-ci. Donc je pense que c'est un combat que je mènerai. Et je sais que j'ai une amie journaliste qui a posé la question à Laurence Rossignol et qui lui a répondu « Ah non, mais pas du tout, on n'en est pas là. N'y pensons même pas, ça ne sert à rien. » Alors que finalement, aux États-Unis, toutes les jeunes filles qui sont dans les grandes universités, alors elles dépensent plutôt 5 000 $, voire 10 000 $ pour le faire. C'est beaucoup plus cher qu'en Europe. Et elles n'hésitent pas à le faire parce que juste, ça permet d'enlever quelque chose de l'esprit pendant quelques années. Je ne dis pas que tout le monde va utiliser ces ovocytes congelés et je ne pense même pas que dans les faits, ce soit le cas. Mais je pense juste que finalement... C'est une notion de choix, quoi. Ça libère d'une pression. La pression reproductrice, le fait d'être souvent réduite à notre utérus. Qui reste le plus petit dénominateur commun entre nous toutes. Exactement, c'est ça. Qu'est-ce que tu répondrais à cette question, Tiffany? Écoute, je suis justement en train de réfléchir. C'est une question extrêmement difficile puisqu'il y a tellement de choses encore à faire, malheureusement, que je ne sais pas. Il y a du boulot je vais encore me poser la question peut-être pendant la réponse de... Alors, on a été rejoint par Wissal, donc, qui appartient au collectif féministe contre le cyberharcèlement. Bienvenue. Merci. Alors, j'étais en train de demander aux filles, quelle est la première mesure que tu prendrais pour les femmes si tu avais demain le pouvoir entre les mains? Étudier l'histoire coloniale dans les écoles, dès le plus jeune âge, dès l'école primaire, peut-être pas le CP, parce que le programme d'histoire, c'est pas trop ça. Étudier l'histoire coloniale pour comprendre déjà la légitimité des présences des minorités racisées en France. Ça permettrait déjà de réduire considérablement tous les arguments du type qu'est-ce qu'ils font là, couper l'herbe sous le pied de toute la discussion sur la légitimité du voile notamment. Je pense qu'en tant que féministe intersectionnelle, ça aiderait clairement tout le monde et ça fera avancer le schlim biblique en fait. C'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure, en fait, c'est par manque d'information, par manque de connaissances et d'ouverture que les préjugés continuent de se perpétrer. C'est aussi parce que clairement il y a une position privilégiée
on pourrait attendre que des féministes traditionnelles, des féministes blanches qui subissent l'oppression genrée, soient plus à même à comprendre ce qui se passe pour des oppressions où elles sont pour le coup cette fois dominantes. Mais en fait, au final, on se rend compte que plus on est privilégié, moins on est capable de voir ce que les autres vivent. Et quand on est privilégié, on a tendance à moins d'être déconstruit, de subir un espèce de choc, à vouloir en fait conserver ce privilège. Je me rappelle d'une expérience qui avait été faite. C'était des gens qui jouaient au Monopoly. En fait, à certaines personnes, au début, on leur avait donné beaucoup d'argent, la possibilité de pas aller en prison au début. Donc en fait, des privilèges qui sont très très concrets et qu'on a explicité dès le début. Et en fait, à la fin, lorsque ces gens-là gagnaient, ils finissaient souvent par gagner, on leur demandait comment expliques-tu ta victoire. Ils disaient parce que j'ai bien joué en fait. Alors que, si à l'échelle d'une vie, ça se fait dans un système où clairement on ne nomme ni le privilège blanc, ni le privilège masculin, ni le privilège de classe, ni le privilège de genre, etc., etc. C'est encore plus compliqué en fait. On est encore moins amené à se questionner là-dessus. Et pour toi, c'est quelque chose qui joue vraiment sur l'éducation, sur l'école, sur ce qui est transmis. Je pense que clairement, autant si à l'école, sachant que l'école c'est la deuxième instance de socialisation. En France, l'école républicaine, ça reste quand même l'endroit où beaucoup d'entre nous s'autocensurent, où on apprend notamment tout ce qui est en termes de représentation. On va lire des livres où clairement il n'y a pas de personnages racisés. On grandit, moi personnellement, il y a une représentation exactement de représentation, avec des fois des conseils d'orientation qui nous disent mais enfin qu'est-ce que t'ambitionnes, enfin Sciences Po c'est pas pour toi, pourquoi tu fais pas des études courtes, un petit CAP et ça sera réglé, ce genre de choses. Donc ouais, je pense que l'école joue un rôle énorme à l'heure actuelle en France, et que pour le coup l'étude avec un prisme différent, un prisme qui soit pas pour le coup européocentré, serait extrêmement pertinent. Clairement. On en parle ou on n'en parle pas des présidentielles de 2017, des discours très rances qui sont en train d'émerger partout en France. On en parle, Rebecca? Qui me regarde avec un air affolé. Non. Je pense qu'on va vivre une campagne présidentielle vraiment déprimante. Je pense qu'on va parler beaucoup de terrorisme, beaucoup d'immigration, beaucoup de les étrangers dehors et les Gaulois ici. C'est déprimant. Enfin, c'est juste le début est déprimant. Et en fait, ce qu'il faut qu'on réfléchisse toutes autour de cette table, c'est comment faire en sorte que les femmes passent pas à la trappe une fois de plus pendant la campagne présidentielle. Parce que finalement, il y a plein de sujets qui ont été au cœur des présidentielles. Il y a eu l'immigration, le terrorisme, j'en ai parlé, mais il y a eu aussi l'écologie qui a été amenée assez intelligemment d'ailleurs par Nicolas Hulot, qui en a fait vraiment un sujet de campagne. Il me semble que c'était il y a 2 campagnes déjà. Et en fait, nous, enfin en tout cas les Glorieuses, on fait quand même des actions politiques, donc on va quand même faire une action politique pour la présidentielle, et on est en train de lancer un mouvement qui s'appelle 3%. Alors pourquoi 3% ? Parce qu'en fait, on est 53% d'électrices en France, et donc ces 3% représentent le fait que les femmes ont la majorité absolue, et elles peuvent choisir le candidat qu'elles veulent. Et finalement, cette idée, j'avais jamais réalisé. C'est incroyable. Et donc ça va se manifester comment ? Par des rencontres, des séminaires, Exactement, des rencontres, des séminaires, et on est en train, enfin on a terminé, mais on va le mettre en ligne un peu après les primaires de droite, un site internet où on va pouvoir avoir accès à toutes les informations sur les candidats, avec ce qu'ils ont fait avant dans leur mandat précédent pour ou contre les femmes, ce qu'ils proposent dans leur programme pour les femmes et ce qu'ils disent dans les médias sur les femmes. Donc voilà, donc l'idée c'est vraiment d'avoir une approche ludique qui intègre vraiment tous les féminismes, et j'invite vraiment toutes les organisations féministes à nous rejoindre et à être partenaires de ce projet, même si on n'est pas toutes d'accord sur tous les sujets. L'idée c'est qu'au moins on devienne une force politique, parce qu'en fait c'est pas qu'on devienne une force politique, on est une force politique. Ces 3% représentent le fait qu'on peut décider d'absolument tout ce qu'on veut. Donc c'est quand même le moment qui s'intéresse à nous, non ?
Oui, ça, l'élection à venir, l'ambiance actuelle parmi les candidats. Moi, ce qui m'avait... il y a quelque temps, il y avait une chaîne, il me semble que c'était la 3, qui parlait qui demandait à ce que des jeunes parlent du fait que, voilà, à l'heure actuelle, les adolescents sont pas trop concernés. Ce que moi, j'ai constaté dans mon entourage et au sein du collectif, c'est que, pour le coup, on est toutes politiquement déconstruites, on est toutes engagées, on a toutes des combats, mais... Vous avez toutes à peu près 20 ans, je le rappelle, pour ceux qui nous ont 20-25 ans. Vous êtes encore étudiante, vous êtes pas encore dans la vie active. Mais on a des connaissances institutionnelles, pour le coup, on sait comment l'appareil politique marche. On est toutes à la fac. Très cultivées toutes, je le précise. C'est gentil, merci. Mais pourtant, on se sent absolument pas concerné, en fait. Et pendant un moment, j'ai essayé de comprendre déjà comment ça se fait que depuis le temps où il y a une présence immigrée en France, depuis le temps où on est présent sur la scène médiatique, la scène politique. On rappelle que pendant un moment, les Maghrébins étaient hyper présents en politique en France, notamment dans tout ce qui était syndicats, partis de gauche, ce genre de choses. À l'époque où le communisme c'était un peu plus fashion. Et que pour autant on dépasse jamais un stade, et qu'en plus de ça, toute cette vie politique nous paraisse hyper inaccessible. Moi, je pensais que c'était du fait que voilà, on avait un accès à l'éducation qui était hyper limité, qu'au bout d'un moment, on faisait des études plus courtes, donc du coup ça ne concernait pas. Mais en fait, autour de moi, j'ai plein d'amis qui font des doctorats, ce genre de choses, et qui me disent je ne sais pas pour qui voter. En plus de ça, j'ai l'impression que en fait, il n'y a pas un candidat qui pose pas, qui ne sort pas un propos problématique à un moment ou à un autre. Il y a des choses comme par exemple l'instrumentalisation de tout ce qui est terrorisme, problème au Moyen-Orient, voile islamique, ça nous concerne directement, clairement. Qu'on soit issu de la diaspora nord-africaine, du Moyen-Orient, qu'on soit musulmane, ce genre de choses, ça nous concerne directement. À aucun moment on sait comment se positionner. Au final, on est assez dégoûté. Et on comprend que c'est un énième... Aucune option valable. Exactement, non seulement qu'il n'y a aucune option valable, et que c'est un énième ressort d'oppression, en fait. Le fait qu'on ne sache pas que faire en choisissant entre la peste et le choléra, et que tous se valent plus ou moins, tu vois. On se dit dans le pire des cas, qu'est-ce qui va se passer ? Et on se rend compte que toutes les options se valent plus ou moins. Il y a toujours cette problématique du vote blanc qui n'est pas comptabilisé, et du coup qui nous permet pas du tout de montrer notre mécontentement. Exactement. Et moi, je suis évidemment pour à la base le droit de vote. On s'est battu pour l'avoir en bordel, mais à un moment, moi je peux plus me déplacer en mairie pour aller voter. Pour qui, pourquoi, en fait. Exactement. Et quand on n'est pas représenté, quand on n'est pas d'accord avec le gouvernement, qu'est-ce qui nous reste ? Mais un problème. Avant d'adresser tout ce qui est abstention, je pense qu'il faudrait vraiment adresser l'inadéquation des discours qui sont à disposition, parce qu'on sait très bien que clairement les gens s'intéressent à la politique, les gens, c'est évident, ils pensent à leur intérêt, tu vois, c'est évident. Et pour autant, les gens ne votent pas. Donc je pense qu'il serait nécessaire de se questionner non pas là-dessus, et pas sur le pourquoi les gens de 18-20 ans ne votent pas, tu vois. Je suis d'accord. Il y a une représentation aussi des femmes qui est complètement minime. On en est à combien de candidates déclarées ? 1, 2 3, je crois. 3 ou 4. Ça changerait quelque chose, vous croyez, s'il y avait plus de femmes qui accédaient à ces postes politiques ? Ah bah clairement, mais là je pense qu'on est vraiment dans le syndrome de la Schtroumpfette, quoi. C'est non mais c'est ça, on va mettre 3-4 femmes et 25 hommes, quotas, et voilà. Et donc qui remplissent les quotas, il y en a qui le font pas et qui préfèrent payer. Donc autant par exemple que cet argent, je sais plus où est-ce que j'ai entendu cette proposition que je trouve brillante, ce que les partis payent en amende. Parce qu'ils ne respectent pas la parité sur la liste électorale. Irait directement à des organisations qui se battent pour la parité en politique ou ailleurs, quoi. Ça paraît évident. Ça paraît limpide. Mais pas encore. Trop facile. Mais voilà. Après, plus de femmes au pouvoir, effectivement. Mais après, il faut voir quelles femmes. Exactement. Marine Le Pen, merci. Les femmes en politique, non, je parlais pas de la France. Exactement, c'est pas parce accompagnée d'une moue un peu boudeuse. C'est pas le cas de la France, quoique, mais en général, les femmes qu'on a en politique qui sont investies en France, elles ont un devoir en fait, elles doivent un peu se dédouaner du je suis une femme, et encore plus quand c'est des femmes racisées. Je vais pas citer de nom parce qu'on n'est pas là pour ça, mais clairement, les ministres d'origine maghrébine qu'on a eu récemment étaient toujours dans cette espèce de surenchérissement. Certes, je suis une femme, certes, je suis racisée, mais je suis pas là
pour servir mon groupe ethnique, ni toutes les femmes qui sont derrière moi. Ça incarne une sorte d'idéal d'intégration. Exactement. C'est ça que tu dénonces. Et c'est un peu le côté on te laisse rentrer, voilà, t'as ta place parce qu'il faut bien remplir les quotas, parce qu'il faut bien remplir la chaise de la femme racisée, mais ferme la porte derrière toi, tu vois. C'est extrêmement pénible et c'est extrêmement frustrant, tu vois. À chaque fois qu'il y a des élections, que une nouvelle ministre est nommée, on se dit ah cool, peut-être que ça a avancé, et au final on se rend compte que déjà le traitement médiatique autour de la personne est hyper gênante. Moi je pense à Najat Vallaud-Belkacem qui a énormément subi. Et suite à ça, les décisions prises par cette ministre, du fait notamment du traitement médiatique, fait qu'elle fait que dalle au final, tu vois. Enfin, elle fait pas grand-chose, elle fait beaucoup moins que ce qu'on pourrait attendre d'elle. Ouais. Tiffany, qu'est-ce que tu penses de la représentation des femmes en politique ? On l'a dit, on est très peu représentés. Effectivement, c'est un vrai problème aujourd'hui. Et le choix les femmes qui sont en politique aujourd'hui sont effectivement là pour représenter un quota. Et c'est un problème, oui, c'est sûr. Est-ce que la clé, ce serait pas la culture ? Je voulais vous poser une question, puis je pense de la poser parce qu'elle est trop glauque, sur la période très sombre qu'on est en train de vivre, entre la montée des populismes, aussi bien aux États-Unis qu'en Europe, la menace terroriste, la crise économique, etc. Donc, bref, parlons d'autre chose. Est-ce que c'est pas par la culture, justement, que les femmes aussi peuvent imposer un message, une façon de voir le monde, proposer quelque chose par la musique, l'art, la littérature ? Pour le coup, nous, en tout cas, c'est complètement le propos de Pitch, en tout cas, c'est sûr. C'est une vraie façon de s'exprimer et on parlait de façon positive et je pense que l'art est parfait pour ça, quoi. Parfaite tribune pour dénoncer. De manière plus pragmatique, je trouve que effectivement tout ce qui est culture populaire joue énormément sur les mentalités. Je sais plus où est-ce que j'avais lu cet article qui disait que le fait que dans 24 heures chrono ce soit un président noir, ça a beaucoup influencé le fait que Barack Obama puisse être élu, non pas entre les démocrates et les républicains, mais au sein même des républicains. Parce que finalement, il était admis dans les mentalités que c'était possible d'avoir un président noir, absolument. Et puis, je pense que c'est la même chose pour les femmes. Je pense que l'émergence de séries, pour moi, ma préférée, c'est VIP. Très bien. Que je trouve génial. Qui est du coup une série avec Julia Louis-Dreyfus. Qui est donc la vice-présidente des États-Unis. Exactement. D'où le VIP. D'où le VIP. Et puis qui va évoluer dans ses fonctions. Je pense que ça influence énormément ce qu'on pense. Et en fait, pas que ça influence, mais ça normalise en tout cas certaines situations. Effectivement, toute notre vie, on a eu des hommes blancs à la tête de notre pays. Mais le fait de le voir dans la culture populaire fait que on accepte assez facilement d'avoir d'autres visages qui nous représentent. On revient à la représentation dont tu parlais tout à l'heure, Wissal, et qui est tellement essentielle. Si on terminait, parce qu'on va bientôt devoir se séparer, malheureusement, par une petite recommandation culturelle, si vous aviez envie de glisser à nos auditeurs un livre, un film, un album, une expo, un podcast, quelque chose à écouter, à lire pour se nourrir, pour réfléchir, qui est inspiré. Il y en a tellement. Je pense que, ce que j'avais décidé de faire quand j'ai fait un espèce de revirement dans mes études, c'était de jeter tous les auteurs hommes et blancs de ma bibliothèque. J'adore, tellement radical. Non mais vraiment, non, je les ai revendus à ça. C'est pas si rock'n'roll que ça, mais bon, précarité étudiante. Hein. Et pour le coup, ce qui m'avait le plus aidé, c'était vraiment de sortir, de lire des auteurs femmes et racisées. Celle que j'ai vraiment préférée, c'était Maya Angelou. Je sais pourquoi je chante l'oiseau en cage. C'était un roman qui pour le coup m'avait bouleversée parce que ça aborde des thèmes hyper différents comme notamment la représentation, le colorisme, les agressions sexuelles. C'était la première fois que je lisais comment une femme noire qui avait été victime de viol faisait pour s'en sortir, parce que d'habitude j'avais été nourrie par Virginie Despentes jusque-là. Donc pour le coup, tous les romans avec des références vraiment différentes et un personnage qui soit une femme noire qui ne réponde pas à tous les critères de respectabilité entre guillemets. Faut savoir que par la suite, elle a été travailleuse du sexe notamment, qu'elle s'est battue auprès de Malcolm X et Martin Luther King, que bref, c'est une grande femme. C'était le roman que j'avais le plus aimé. Et sinon, Frida Kahlo,
qu'on aime beaucoup dans le collectif. Déjà parce que elle a un monosourcil, on est nombreuses à avoir des monosourcils. non mais ça, c'est important. Que en matière de validité, elle nous a permis, enfin elle a un peu pavé la voie à toutes celles qui voulaient combiner féminité, vie sexuelle et problème, absolument. Que c'est une artiste incroyable, qu'elle a été qu'elle est bisexuelle et que c'était l'une des premières femmes à en parler, qu'en plus son animal de compagnie c'était un singe, donc c'est vraiment c'est un personnage très très rock'n'roll et qui mérite qu'on se penche sur son œuvre. Elle était intersectionnelle avant que le mot existe en fait. Absolument. Rebecca, une recommandation culturelle? Je pense à 2 recommandations. Le premier, c'est un bouquin que vous avez probablement toutes lu autour de la table, qui est le livre de Chimamanda Ngozi Adichie, qui est une auteure nigériane qui a écrit Americana, qui est un bouquin qui est hallucinant. Donc qui raconte, c'est un peu sa propre histoire d'ailleurs, où elle raconte qu'elle est allée aux États-Unis pour étudier, et en fait c'est le moment où elle a découvert qu'elle était noire, parce que finalement jusqu'à présent elle vivait dans une société noire, donc c'était pas quelque chose dont elle avait conscience, et là elle se retrouve dans une société de blancs en étant noire, et aussi qu'elle était une femme. Paradoxalement, elle a découvert qu'elle était une femme, pas paradoxalement d'ailleurs, mais en tout cas elle l'a découvert dans sa vingtaine aux États-Unis, avec des événements qui lui sont arrivés. Et je trouve que c'est vraiment le plus beau bouquin de ces 3-4 dernières années. C'est la description de l'éveil d'une conscience. En fait. Exactement. Je l'ai vraiment trouvé très très beau. Et après, d'un ton plus léger, c'est plutôt pour les anglophones, c'est un podcast qui est fait par 2 jeunes femmes, dont l'une s'appelle Jessica Williams, qui était au Daily Show, qui l'a quitté, qui s'appelle Two Dope Queens, qui est le podcast le plus drôle que j'ai écouté ces derniers temps. Je pense que c'est vraiment mon numéro 1 podcast. C'est génial. Mais elles invitent, elles sont 2 à le faire. L'autre j'ai oublié son nom malheureusement, mais elle est scénariste. Et elles invitent à chaque fois des comédiens qui sont en tout cas qui ne sont pas des hommes blancs. Donc ça peut être peu importe qui ils peuvent être d'ailleurs, mais ils ne doivent pas rentrer dans cette catégorie. Mais là, le dernier podcast, elles ont quand même bravé cette interdiction en invitant Jon Stewart. Bon, ça passe. N'importe quel homme blanc. Ça va. Mais c'est très très drôle, quoi. C'est vraiment, je vous le conseille. Tiffany, une recommandation? Pour garder un lien avec la musique, puisque c'est notre lieu pour Pitch, je dirais Riot Girl, le reportage Arte sur le groupe, et qui est aussi rock que féministe, donc j'invite vraiment à voir ce reportage. Qui te ressemble un peu d'ailleurs. Allez, partons là-dessus. Je voulais remercier toutes ces nanas formidables qui sont venues parler au micro de Radio Gangster aujourd'hui. Donc Rebecca Amsalem de la newsletter Les Glorieuses, Johanna, Wissal et Kumba qui étaient là pour le collectif le collectif féministe contre le cyberharcèlement. Tiffany du magazine Pitch. Merci à toutes les filles. Merci aussi beaucoup à Xavier Falto qui était à la réalisation et à l'habillage sonore de l'émission. Merci beaucoup. Venez au consulat, c'est un endroit merveilleux. Merci au consulat de m'avoir reçu aussi pour cette émission que j'ai adoré faire, et à tous. Merci Laura. Merci à vous les filles. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode bonus de La Poudre. Merci à Johanna, Kumba, Wissal, Rebecca et Tiffany d'être venus faire parler La Poudre avec moi. Merci au consulat d'avoir abrité notre conversation, et merci du fond du cœur à Lionel Ben Semoun. À plus.